Bonjour les amis et bienvenue chez Roda IT. Dans cette séance, nous allons continuer l'exploration de la robotique mobile et nous allons vous montrer ici les autres véhicules qui respectent la contrainte de monolonomie. Donc, nous avons déjà présenté les véhicules omnidirectionnels, c'est-à-dire des véhicules qui peuvent avancer et reculer, tourner en même temps. Donc, ce sont des véhicules qui ne respectent pas cette contrainte de monolonomie. Maintenant, aujourd'hui, on va s'attaquer sur les autres véhicules tels que la bicyclette, les tricycles et les voitures. Il faut noter qu'en ce qui concerne les voitures, on a deux types de voitures. On a les voitures simples et les voitures différentielles. Dans notre cas d'étude, on va s'intéresser plus sur les voitures différentielles. Donc, mais avant d'y arriver, il est toujours important pour nous de vous faire un petit rappel de tout ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, n'oubliez pas que chez Roda Tech, on a déjà présenté, on a fait une petite introduction sur la robotique mobile. On vous a donné la définition d'un robot. On a présenté les différentes problématiques liées à la robotique. On a travaillé ensemble sur le modèle géométrique d'un robot dans l'espace, dans le cas par exemple d'un robot sous-marin, donc avec 6 degrés de liberté. Nous avons ensemble modélisé aussi des robots omnidirectionnels, c'est-à-dire ces robots qui peuvent avancer et tourner en même temps et qui ne respectent pas cette contrainte de monolonomie. Donc, nous avons, lors de la séance précédente, montré comment calculer le modèle cinématique d'un robot de type unicycle. Donc, et aujourd'hui, on va donc avancer toujours dans cette logique-là en vous présentant cette fois-ci le modèle géométrique et dynamique et cinématique, autant pour nous, des véhicules de type unicycle tels que la bicyclette, le tricycle et les voitures différentielles. Donc, étant donné que nous travaillons plus sur le robot mobile dans cette formation, nous allons plus nous appesantir sur le modèle géométrique des véhicules de type différentiel. Ceci dit, nous allons simplement vous présenter le modèle géométrique des véhicules de type des bicyclettes et des tricycles. Mais après quoi, ensemble, on va retrouver le modèle cinématique d'un véhicule de type différentiel. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est toujours important de vous rappeler, voilà, et surtout de vous remercier voilà, pour le suivi que vous faites par rapport à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer également la flèche de notification. Partagez également les vidéos pour que nous puissions toucher davantage au maximum de personnes. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore vu ou bien regardé les anciennes séances, nous vous prions de regarder ces séances-là parce que ça serait un peu autant pour nous, compliqué pour vous, de mieux appréhender ce qu'on va présenter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière séance en ce qui concerne la modélisation. Donc, après cette séance-ci, la prochaine séance, on va directement s'attaquer à la localisation, qui est le premier problème à résoudre lorsqu'on veut travailler en robotique mobile. Et comme d'habitude, chez Roda Tech, on a lu d'abord la mise en scène, c'est-à-dire la mise en situation, avant d'aller sur la partie théorique. Dans notre cas, puisqu'on va travailler sur les robots, sur les bicyclettes, les robots, les véhicules différentiels et les tricycles, il faudrait vous modéliser cela. Il faudrait d'abord vous montrer cela pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'on appelle par exemple une bicyclette. Dans la plupart des cas, nous avons eu à avoir des bicyclettes quand on était plus jeune. Donc voilà, les bicyclettes, c'est simplement ce qu'on appelle le vélo comme nous. On a donc notre vélo qui est là comme ceci. Finalement, on a une roue avant, on a ici une roue en arrière, on peut soit avancer. Voilà aussi, on peut aussi parfois reculer, on peut aller à gauche, on peut aussi aller à droite. Là, ici, c'est le vélo ou bien le bicyclette. Quoi. Donc vous voyez que sur cette bicyclette, on ne peut pas aller de côté en fait, tout simplement parce que la contrainte de mononomie nous bloque cela. Maintenant, comment faire pour partir du vélo à la bicyclette, au tricycle? On ajoute simplement une roue. Lorsqu'on ajoute une autre roue comme ceci, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient maintenant quoi? Un tricycle. Et sur le tricycle, on peut aussi avancer, on peut reculer, on peut tourner à gauche, on peut tourner à droite. Lorsqu'on ajoute maintenant une quatrième roue, on tombe simplement à ce qu'on appelle une voiture. Donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans les détails. Mais pour le moment, on se concentre d'abord sur le vélo, à savoir la bicyclette. Ok. Comment modéliser une bicyclette? Vous avez ici, en quelque sorte, le modèle géométrique d'une bicyclette qu'on a défini ici. Donc, en prenant le même modèle, le même exemple qu'on a défini là, qu'est-ce qu'on met? On place une roue qui est ici, ça c'est une roue. Désolé, on n'est pas assez bon en dessin, mais on a ici défini quelque chose là. Donc ici, là, c'est la roue avant, comme ceci. Donc nous, on travaille avec la roue motrice qui est la roue arrière qui est là. On définit là. Lorsqu'on a défini, bien sûr, nos deux roues, c'est-à-dire notre vélo en quelque sorte ici,
qu'est-ce qu'on a? On définit ici l'angle θ qui représente quoi? L'angle d'inclinaison, bien sûr, par rapport à x. Voilà, c'est-à-dire l'orientation de notre roue. Voilà. Ici, on a ici la vitesse linéaire, c'est-à-dire la vitesse de déplacement de notre vélo vers de notre bicyclette. Donc ici, l'élément, il y a deux éléments qui s'ajoutent ici concrètement à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a quoi? On a ici D qui est la distance entre la roue arrière et la roue avant. On a également sigma, delta autant que nous. Delta qui est l'angle d'inclinaison du guidon en fait, en autre terme. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque vous avez votre vélo, comme ceci par exemple, lorsque vous pédalez, la roue arrière va tourner d'un angle θ. D'accord? Donc peut-être, supposons que θ égale peut-être 10 radians. Mais cela ne voudrait pas forcément dire que la roue avant par exemple, peut tourner de 10 radians. Donc ça peut tourner d'un autre angle delta, peut-être de 15 ou 12 radians. C'est pourquoi il est important de différencier ces deux angles lorsqu'on travaille sur les bicyclettes. À la fois sur les bicyclettes, comme les tricycles, et ainsi que les voitures. Donc, dans notre cas ici, le modèle cinématique ne change pas. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de la dernière fois, on vous a expliqué comment on faisait pour obtenir l'expression qui est là, à savoir cos θ, sin θ 0, 0, 0, 1, V et oméga. Le modèle cinématique reste ici inchangé et on ne modifie absolument rien là-dessus. Donc, maintenant, et c'est la même chose également pour le tricycle. La seule chose qu'on peut ajouter maintenant en ce qui concerne la bicyclette, c'est quoi? C'est bien sûr oméga. Comment on obtient l'oméga qui est là cette fois-ci? Puisque là, on n'a plus affaire à une bicyclette, on a plutôt affaire à deux, d'accord, à deux roues. Pour avoir oméga maintenant, on aura simplement oméga est égal à quoi? La vitesse linéaire de notre robot multipliée par la tangente de delta divisé par d. D ici c'est quoi? D c'est la distance entre la roue arrière et la roue avant. Il faudra noter qu'il y aura des contraintes sur delta, donc voilà, petit delta est inférieur ou égal à delta max. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes sur votre vélo, à un moment donné, vous ne pouvez pas tourner complètement le guidon. Lorsque vous tournez le guidon à un certain niveau, ça bloque. Cela est simplement dû au fait que pendant la modélisation, on a défini un delta max de telle sorte que, peu importe de quel angle vous tournez votre robot, vous ne pouvez pas traverser cela en fait. Cela c'est pour également, ça vous permet de pouvoir avoir c'est pour limiter en d'autres termes, je dirais les dégâts, si on peut discuter dans ce sens-là, ou bien pour des mesures de sécurité, parce que le guidon ne peut pas tourner à 380 degrés, comme peut-être, je ne sais pas, comme une cycle du modèle qu'on a vu la dernière fois. C'est pourquoi on a toujours défini ceci. Et les constructeurs des vélos, ils savent exactement comment exploiter ça dans ce sens-là. Donc, lorsque vous avez donc défini ceci, vous avez donc la possibilité de trouver votre oméga comme aussi. Après le calcul, vous pouvez bien sûr déterminer R. R qui est défini par quoi? R qui est défini par D sur tangente delta. Tangente delta ici, pardon, est égal à quoi? Est égal à l'angle qu'on a défini ici sur la roue avant. Si on prend le même cas sur les tricycles, ça veut dire qu'on prend le même exemple qu'ici. Donc, on a mis les deux roues qui sont là. Oh, désolé, on n'est pas comme ça. Et là, on a la troisième roue qui est ici. On obtient le modèle géométrique. Voilà de notre tricycle qui est là. Les mêmes éléments qui sont définis, θ, sigma, et la distance, qui est la distance entre voilà, les deux roues arrière, si on peut dire comme ça, l'axe des deux roues arrière et l'axe, la roue avant. Donc, le modèle cinématique ne change pas, ça reste exactement. Vous comprenez pourquoi? On a commencé par ce qui était beaucoup plus complexe. Ensuite, on a un peu réduit à ce qui était moyen. Et là, on arrive à ce qui est plus simple. C'est plus facile pour nous de manipuler. Parce que ce soit la bicyclette, que ce soit le tricycle, on a toujours le même modèle cinématique. Oméga est toujours égal à quoi? Est toujours égal à V sur V, tangente delta divisé par 2. Avec la même contrainte. Pourquoi? Parce que même sur l'unicycle, lorsque vous êtes sur l'unicycle, pour ceux qui ont déjà conduit l'unicycle, vous ne pouvez pas tourner le guidon jusqu'à un certain niveau, bien le volant à un certain niveau, simplement parce qu'on a défini le sigma, le delta max qui doit être toujours supérieur à delta, peu importe la valeur que vous allez calculer de ce côté. Maintenant, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On vous a dit que R était égal à D, la distance, c'est-à-dire la distance entre les roues arrière et la roue avant, divisé par la tangente delta. Comment on fait pour retrouver cette formule-ci? On a prévu faire une petite démo ici pour que vous puissiez mieux comprendre comment on fait pour retrouver cette formule, pour ne pas juste l'utiliser. Vous savez, en robotique, c'est bien de connaître les formules, mais c'est encore mieux de savoir comment retrouver ces formules. Ok, ici, on a oméga qui est défini par cette expression qui est ici, d'accord? Et on veut démontrer que R est égal à D divisé par tangente delta, petit delta bien sûr, dans ce cas-ci.
Qu'est-ce qu'on sait? On sait que R, en prenant peut-être cette couleur-ci, ok? On sait ici que R est égal à quoi? R est égal à la vitesse divisée par oméga. L'expression-ci, on a démontré cela pendant la séance précédente. Pour ceux qui n'ont pas regardé la séance, est-ce que regardez dans les vidéos précédentes? Puisque R est égal à V divisé par oméga. Or, oméga est égal à quoi? Dans le cas de la bicyclette ou bien du tricycle, on fait les deux en même temps. On sait que oméga est égal à V, d'accord, la vitesse linéaire, dans ce sens-là, multiplié par la tangente de delta, divisé par D. D ici qui est la distance entre la roue arrière et la roue avant. Donc, ceci en train de, on a ici oméga qui est ici, oméga qui est là. Donc, on prend la valeur de oméga qui est là, et on injecte à l'intérieur ici. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient simplement R qui est égal à V divisé par V, tangente, d'accord, delta divisé par D. Or, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient ici une relation mathématique. Souvenez-vous toujours qu'à chaque fois qu'on travaille, on doit passer ici parce que voilà, c'est carrément la même chose. Voilà. Ok, vous savez que en mathématiques, qu'est-ce qu'on dit? On sait qu'en maths, il y en a A sur B, d'accord? Le tout divisé par C sur D. Ceci est égal à quoi? Ceci est égal à A divisé par B multiplié par l'inverse, c'est-à-dire D divisé par C. Donc ça, ici on n'invente pas la roue, ça c'est qu'on fait croisière. Lorsqu'on applique la même formule ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient simplement V divisé par 1. Pourquoi divisé par 1? Parce qu'on sait que dans le système décimal, tout nombre est divisible par 1. Donc on met ça ici pour faciliter les calculs. Donc multiplié par, en appliquant dans cette formule-ci, on inverse dans le dénominateur. En inversant le dénominateur ici, on obtient D divisé par V tangente delta. Donc, ici on a V, ici on a V, on comprend qu'on peut simplifier cela. Donc, ici on a V au numérateur, on a V ici au dénominateur, donc on peut simplifier. Lorsqu'on simplifie le V ici, il reste quoi ici? Il nous reste 1. Lorsqu'on simplifie le V également au dénominateur, ici il nous reste 1. Donc, ça veut dire que l'expression se devient simplement, pour faire peut-être d'une façon simple, 1 multiplié par D divisé par 1, d'accord, multiplié par tangente delta, effectivement. Donc, et là maintenant, on obtient simplement D divisé par tangente delta. Donc, ça c'est l'expression R définie. Donc, voilà comment vous pouvez démontrer cette formule de R est égal à D tangente delta. Que, voilà, donc. Il peut arriver peut-être que dans un exercice de robotique ou bien dans un projet de robotique, vous avez peut-être oméga, c'est-à-dire la vitesse d'orientation, de ce côté, vous n'arrivez pas peut-être à, vous ne vous rappelez plus, mais vous ne vous souvenez plus de la formule de R. C'est plus simple, vous pouvez, à partir de la démo qu'on vient de faire là, retrouver la formule de R, parce que c'est très indispensable en robotique de connaître nos rayons, et également de savoir comment les exploiter dans la programmation, et on va exploiter cela plus tard pour écrire l'algorithme qui permet d'assurer voilà, la localisation des robots grâce à l'odométrie. Ne vous inquiétez pas, mais si vous comprenez ce qu'on a fait jusqu'ici, ça va être très simple pour vous. Donc, étant donné que nous travaillons plus avec des robots, dans notre cas de cours ici, nous allons travailler plus avec des robots mobiles, donc nous n'allons pas trop rester concentrés sur le cas de la bicyclette ou encore moins du tricycle. Mais par contre, notre objet de suite va plus s'appesantir sur les voitures. Pourquoi? Parce que dans le cas des voitures, c'est toujours des véhicules qui respectent la contrainte de mononomie. Et notre cours, bien sûr, s'intitule les bases de la robotique mobile. Donc, dans ce cas-ci, on va vous ressortir le modèle géométrique qui est là. Ça, c'est le modèle géométrique d'une façon aussi simple, si vous avez compris. Le modèle qui est ici, c'est le même principe, mais à la seule différence que tout à l'heure, dans le cas ici, on avait juste 2 roues pour le vélo. Ici, on avait 3 roues. Et là, maintenant, on a 4 roues. Bon, désolé, on peut peut-être les mettre comme ceci. Voilà, pour que vous puissiez un peu mieux voir, en quelque sorte. Donc, on représente notre véhicule, notre robot qui est là. On définit cette fois-ci la vitesse sur la distance, d'accord, c'est-à-dire la moitié de la distance entre les 2 roues. Ça, c'est l'axe qui est là. Donc, R est là, pardon, V est ici. On a l'angle θ et oméga, la vitesse d'orientation. Étant donné que lorsque le robot avance, la vitesse d'orientation des roues motrices, voilà, ou bien l'angle d'orientation de la roue motrice, voilà, n'est pas forcément égal au même par rapport à la roue avant, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les roues arrière ne tournent pas forcément au même angle que les roues avant. Donc c'est pourquoi on définit l'angle delta que voici. Donc
toujours en allant sur cette base-là, on sait que le modèle cinématique, que ce soit pour une bicyclette, que ce soit pour un taxi, que ce soit pour une voiture, le modèle cinématique également ne change pas, c'est toujours défini par la formule qu'on a déjà calculée et retrouvée jusqu'à présent. Maintenant, oméga est toujours égal à V tangent sigma divisé par D. On a également une valeur, désolé, pas tangent sigma, tangente delta divisé par D. La distance maintenant qui est entre la roue arrière et la roue avant. Notez que sigma, c'est-à-dire delta, pardon, est toujours inférieur à delta max. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans votre véhicule, dans votre voiture par exemple, vous ne pouvez pas tourner le guidon jusqu'à un certain niveau. À un certain niveau, il y a un blocage. Cela est dû simplement au fait que la valeur maximale, d'accord, en termes d'orientation a été définie. Et voilà pourquoi nous ne pouvons plus tourner le guidon jusqu'à un certain niveau. Ok, là, c'était juste pour vous figer un peu en gros le contexte de notre objet, pour que vous puissiez mieux comprendre un peu comment on peut sortir, ou bien comment on obtient, ou bien comment on peut avoir le modèle cinématique le modèle géométrique d'une bicyclette, d'un tricycle et d'une voiture. Regardez bien, on a mis une voiture. Pourquoi on a mis une voiture? Parce qu'on a deux types de voitures. On a ce qu'on appelle les véhicules simples et les véhicules différentiels. Dans notre cas, on va travailler avec les véhicules différentiels. C'est quoi la différence entre un véhicule simple et un véhicule différentiel? Déjà, pour y arriver, nous allons ensemble reprendre juste le modèle géométrique des véhicules ici et on va appliquer des calculs pour pouvoir prouver le modèle cinématique d'un véhicule différentiel. Qu'est-ce qu'un véhicule différentiel? Quelle est la différence entre un véhicule simple et un véhicule différentiel? Déjà, si on reprend notre robot qui est ici, d'accord, ça c'est ce qu'on appelle un véhicule différentiel, peut-être vous l'avez déjà imaginé ou bien deviné par vous-même. On remonte par exemple ici, on remet les roues là, ok, voilà, donc on remet d'autres roues ici, ok, là c'est bon, ok, là on remet la dernière roue, d'accord. On vous explique d'abord, vous connaissez le principe, on explique, après on vous montre un cas d'étude avant de passer à la démo au tableau. Vous savez que pour ceux qui ont par exemple des véhicules, bien ceux qui ont déjà emprunté les véhicules, peu importe, on a dans une voiture au quotidien, on a un seul moteur, d'accord? On a un seul moteur qui commande les roues motrices. Les roues motrices peuvent être à traction postérieure ou bien à traction antérieure. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans la plupart des cas, on a un seul moteur qui actionne ou bien qui donne, je dirais, de la puissance aux roues motrices pour permettre au véhicule de se déplacer. C'est pourquoi communément, on dit souvent pour faire simple que le véhicule, ou bien la voiture, c'est le moteur. Donc, l'avantage avec ces voitures à traction, en fait, les véhicules simples là, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de moteurs de ce côté. Et voilà pourquoi, dans la société de nos jours, la plupart de nos véhicules qu'on a aujourd'hui sont des véhicules simples. On a simplement un seul moteur qui commande les deux roues motrices. Il faut noter que les roues motrices peuvent être à traction antérieure ou postérieure. Quand on dit antérieure ou postérieure, ça veut dire que le moteur actionne ou bien agit sur les deux roues motrices. Les deux roues motrices peuvent être des roues arrière ou bien des roues avant. Et les voitures d'aujourd'hui, dans la plupart des cas, sont plus des véhicules, donc les roues motrices sont plus les roues avant, dans la plupart des cas, mais c'était également fonctionné avec des roues motrices qui sont des roues arrière. Et notre cas d'étude maintenant s'intéresse sur des voitures différentielles. C'est quoi les voitures différentielles? Dans les voitures simples, comme on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait? On avait un moteur qui commandait les roues motrices, et les roues motrices pouvaient être des roues à traction antérieure ou postérieure. Et dans le cas des voitures différenciées, ce n'est plus le cas. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on a? On a un moteur, ça c'est le moteur qui est là, qui commande cette roue. On a également le moteur qui est là, qui commande cette roue. On a ce moteur qui est là, qui commande cette roue, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous vous rendez compte que sur des voitures différentielles comme ceci, voilà, hop, désolé, on peut mettre ça comme ça. Ok, attention. Ok. Maintenant, vous vous rendez compte que sur les voitures différentielles comme ceci, chaque roue, sur les voitures différentielles, chaque roue est commandée par un moteur bien défini. Vous voyez là, donc la roue qui est là a son moteur, la roue qui est là a son moteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui n'est pas le cas avec les véhicules simples.
Donc, c'est quoi l'avantage, c'est quoi la différence et pourquoi avoir un moteur pour chaque roue? Prenons un cas d'étude assez simple. Supposez que, je ne sais pas, un pays donné, peut-être, ça peut être peut-être que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire, peu importe, donc, un de ces pays décide de lancer un projet de rover, c'est-à-dire d'exploration martienne. Donc, il faut noter que les rovers sont les robots mobiles qu'on envoie, par exemple, pour faire de l'exploration spatiale. Maintenant, OK, on définit un budget donné. On vous dit peut-être, OK, vous êtes le chef du projet en tête et vous devez envoyer peut-être ce robot, bien ce rover, et faire l'exploration martienne en quelque sorte. Vous optez pour un véhicule seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pris un véhicule qui est commandé uniquement par un seul moteur. On suppose maintenant que la durée de vie de notre projet, en quelque sorte, donc de notre projet ici, est de, disons, 5 ans, non, allons sur 4 ans, voilà. Et une fois que vous avez déployé votre projet martien, c'est-à-dire le robot, voilà, il arrive sur Mars normalement. Une fois sur Mars, au bout d'1 an, le moteur se gâte, c'est-à-dire le moteur tombe en panne, comme on dit peut-être d'une façon aussi simple là. Qu'est-ce qui se passe? Si le moteur tombe en panne, comme votre véhicule, quand le moteur de votre véhicule tombe en panne, vous êtes obligé de contacter un technicien ou un mécanicien pour venir résoudre le problème, vous ne pouvez plus avancer. Bon, imaginez qu'un pays donné, ou bien un de ces deux pays, vous a confié des budgets énormes et que vous arrivez à un point où voilà, le projet n'a même pas fait 2 ans et le moteur est déjà tombé en panne. Ça fait non seulement à perdre en termes d'économie, en termes d'argent et bien d'autres là, mais aussi en termes de crédibilité. Alors pourquoi? Pour éviter ce genre de problème, on opte plus en robotique pour des véhicules différentiels. Regardez bien la différence. Le même projet, par exemple, dans des projets d'exploration spatiale, que ce soit pour un pays donné, au Cameroun, au Côte d'Ivoire, peu importe, on prend le même projet, mais là maintenant, on envoie plutôt un rover avec 4 moteurs différents. À supposer que dans le premier cas, la première année, le moteur C, c'est-à-dire le moteur 1C, est tombé en panne. Si le moteur C est tombé en panne, ça veut dire que la roue, ça va affecter uniquement cette roue-ci. Mais les 3 autres moteurs vont fonctionner. Le fait que ces 3 autres moteurs vont fonctionner, cela va entraîner cette roue-ci à pouvoir avancer. Donc vous voyez qu'au bout d'1 an, si le moteur se gâte, on va encore avancer avec le projet. Mais en avançant avec le projet, peut-être qu'au bout d'1 an, c'est un autre exemple, le moteur, par exemple, va encore se gâter. Les 2 autres moteurs vont également fonctionner. Ça va faire avancer le projet de telle sorte qu'on sait que la probabilité ou bien le pourcentage de pouvoir réussir notre projet est beaucoup plus élevé parce qu'on a 4 moteurs qui actionnent ou bien qui commandent chaque roue mobile d'une façon indépendante. Vous voyez le gros avantage de pouvoir utiliser les véhicules différenciés dans ce sens-là pour lancer des projets assez costauds. Mais malheureusement, dans la société, les véhicules pareils ne sont pas encore assez intégrés. Imaginez une voiture qui a 4 roues, qui a 4 moteurs, voilà, pour chaque roue. Vous pouvez imaginer la puissance, ou bien oui, la vitesse de déplacement pardon, de cela. Et vous pouvez aussi imaginer aussi les dégâts de ça. Mais sinon, peut-être, à l'avenir, on pourra avoir des véhicules comme ça. Et ça doit être vraiment réglementé. Sinon, ça pourra... Imaginez un véhicule qui a 4 moteurs turbo. C'est quoi? C'est comme ça, turbo, désolé. Et ça sera un peu très compliqué en termes de vitesse. Il faudrait peut-être créer des nouvelles routes spéciales juste pour ça, parce que c'est des véhicules qui vont aller assez vite. Donc, si vous avez compris la grosse différence entre les véhicules simples et les véhicules différentiels, alors on peut continuer notre exploration maintenant en parlant uniquement des véhicules différentiels. Parce que en tant que roboticien, lorsqu'on parle des AGV, des véhicules ici, on parle plus des véhicules différentiels. Donc vous, déjà en tant que roboticien, vous devez mettre en tête que les véhicules simples, ce sont les véhicules qu'on conduit au côté bien d'autres là, les véhicules différentiels, pardon, ce sont des véhicules qui ont chacun un moteur d'une façon indépendante, bien qu'ils sont montés sur le même véhicule et bien d'autres. Partant de cette base-là, comment modéliser un véhicule différentiel? Comment calculer la vitesse linéaire et la vitesse cinématique d'un véhicule différentiel? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la pratique. Ne vous dérangez pas, on va essayer le maximum possible d'expliquer cela d'une façon aussi simple, bien comme on peut faire quelques calculs. Que les calculs ne vous effraient pas surtout. Donc, ici, on va simplement effacer le tableau ici, voilà, pour faire quelques démonstrations sur comment on peut modéliser notre véhicule ou bien notre voiture différentielle. D'accord? Et ensuite, on va montrer comment calculer la vitesse linéaire, c'est-à-dire la vitesse à laquelle notre robot va avancer. Et ensuite, calculer la vitesse angulaire, c'est-à-dire oméga. Et à l'issue de ça, on va faire bien sûr des hypothèses. Donc, je pense qu'avant de commencer, on pourra faire des hypothèses de ce côté. Et montrer également quand est-ce que
le robot doit avancer. Pour ceux qui se rappellent de la séance passée où on a présenté, on a fait les hypothèses, on a fait des cas d'études avec les robots omnidirectionnels. Il fallait définir qu'est-ce que l'unicycle devait avancer, qu'est-ce qu'il devait reculer, qu'est-ce qu'il devait tourner, ainsi de suite. On va faire la même chose aujourd'hui avec notre robot à roues. Ok, donc, avant de commencer, qu'est-ce que vous devez savoir? On va d'abord commencer par les hypothèses. C'est plus mieux pour qu'on puisse être celui-là, même hypothèse. L'hypothèse ici, c'est quoi? On doit considérer ici que la roue qui est là, pour que chacun puisse voir, ok. On va d'abord considérer que la roue et le sol, d'accord? Donc il y a un contact réel entre la roue et le sol. Ça veut dire que notre robot ne vole pas dans l'air en deux côtés. Ce n'est pas le drone. Donc ça c'est la première hypothèse. Ça veut dire que contact réel entre les roues et le sol. Ok, maintenant, deuxième hypothèse, c'est quoi? C'est que les roues sont indéformables et du rayon R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas prendre un robot qui a peut-être des trous sur la roue et tout le reste, non. Donc vous voyez que si vous regardez bien là, nos roues sont carrément indéformables et du rayon R. Donc ça c'est roue indéformable et du rayon R. Là c'est l'hypothèse. Maintenant, troisième hypothèse pour terminer, c'est quoi? C'est qu'on va négliger la force de frottement en fait. Donc ça veut dire que la force de frottement petit f ici est négligeable. Donc, dès qu'on a défini les hypothèses ici sur notre robot mobile, on peut donc avancer. Ça veut dire, premièrement, assurer qu'on a un réel contact entre la roue de notre robot et le sol. Donc, pour être sûr que le robot roule sur un plan bien défini comme ceci. Maintenant, deuxièmement, on va s'assurer que notre roue, la roue de notre robot, que voici, d'accord, est indéformable. Ça veut dire que la roue n'est pas tordue et bien haute, tout ça, sinon ça va fausser les captures. Et troisièmement, on va négliger les forces de frottement. C'est pourquoi, dès l'entame de notre programme de formation, surtout en ce qui concerne la modélisation, on vous avait fait savoir qu'on devait se concentrer uniquement sur les modèles autant pour nous géométriques et cinématiques, puisqu'on sait qu'il y a 3 niveaux de modélisation. Il y a le niveau géométrique qui concerne la position et l'orientation du robot. Voilà, il y a le modèle cinématique qui concerne la vitesse linéaire, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le robot avance, la vitesse angulaire, la vitesse à laquelle le robot tourne. Et bien sûr, il y a la modélisation cinématique qui concerne l'ensemble des forces et des moments qui agissent sur notre robot. Dans notre cas d'étude, on avait dit dès l'entame du jeu qu'on allait se concentrer uniquement sur les 2 premiers niveaux de modélisation. C'est pourquoi ici, dans l'hypothèse, on va négliger la force de frottement. Ok. Une fois qu'on a donc défini les hypothèses, on doit faire une représentation pour qu'on puisse mieux comprendre pour chaque roue. Donc, on prend d'abord peut-être une roue, on va prendre un seul cap, une seule roue bien définie. Donc, pour une roue bien définie, qu'est-ce qu'on aura? Voici une roue, par exemple, ici, prenons peut-être une roue très de couleur, bon, on peut rester avec ici. Lorsqu'on a une roue qui est définie comme ceci, d'accord, on a ici le sol, le blanc, et ici, comme ceci. Là, c'est le centre de notre roue qui est là. On a ici, on vient ici, on a la distance entre le sol et le centre qui est défini par R, petit r, c'est-à-dire le rayon de notre roue. D'accord? On a ici la vitesse. À supposer que on a placé notre robot comme ceci, donc ça c'est la droite, ça c'est la gauche. Donc ça c'est la droite, ça c'est la gauche. Ok? Donc là, ici, c'est pas, j'espère que ça ne cache pas l'écran. Ok, là c'est la vitesse de gauche. Voilà, vitesse de gauche. Ok, ici, on a R qui est là, on a la vitesse moins V de gauche, bon, allons vers droite, pardon, V de droite, moins V de droite, puisque lui il est dans le sens inverse. Maintenant, on a aussi un θ point, en fait, θ point de droite, c'est-à-dire la vitesse d'orientation de la roue de droite. Voilà comment vous modélisez chaque roue du robot. Ça, c'est la roue de droite. Vous faites la même chose pour la modélisation de la roue de gauche, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qu'on vient de faire là, c'est ça qu'on va utiliser comme modèle de base pour pouvoir avancer dans notre travail ici. Donc, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc simplement, on peut écrire ici, la vitesse de gauche est égale à quoi? Fil point de gauche, pardon, la vitesse de droite est égale à fil point de droite fois R, c'est-à-dire le rayon qui est là. Et la vitesse aussi de gauche maintenant est égale à quoi? Fil point de gauche, c'est-à-dire multiplié par R.
R. Donc, si on réussit déjà à sortir pour la roue de droite, on peut faire la même chose pour la roue de gauche. Donc, on définit l'hypothèse, on fait la représentation pour chaque roue, c'est-à-dire le modèle pour chaque roue ici, pour qu'on puisse avoir une idée, savoir quand est-ce qu'il faut appliquer, où est-ce qu'il faut appliquer chaque élément. Dès que vous avez compris ces éléments, aussi simples, on peut donc sortir le modèle géométrique de notre véhicule différentiel. Pour ne pas représenter voilà, tout ceci, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais peut-être représenter les deux roues arrière pour pouvoir mieux vous présenter un peu les calculs. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est de vous montrer comment retrouver la vitesse linéaire de notre robot, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le robot avance, la vitesse d'orientation également du même robot, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le robot tourne à gauche ou bien à droite. Donc, pour le faire, on va donc sortir le modèle géométrique comme d'habitude. On représente donc le figure qui est là. D'accord? Ok. Une fois que c'est défini comme ceci, qu'est-ce qu'on aura? On va donc mettre notre roue de gauche ici, de droite ici, d'accord? Notre roue de gauche ici. Voilà. Désolé, on n'est pas assez bon ici, mais bon, on va essayer. On espère que vous voyez le tableau. Ok, c'est bon. Donc, là c'est la roue de gauche, là c'est la roue de droite, comme ceci. On a ici, on place la distance, d'accord, entre les deux roues. Donc, la distance entre les deux roues, c'est ça ici, pour que vous puissiez mieux comprendre. La distance entre ces deux roues-ci, c'est ça qu'on représente là. Une fois qu'on a placé ça comme ceci, la vitesse s'applique quelque part ici. On a ici, donc, représentons ça avec une autre clé de couleur, comme ceci. Voilà, avançons. Ça c'est V, ça c'est la vitesse V qui est là. C'est-à-dire la vitesse linéaire avec laquelle notre robot avance. C'est ce qu'on doit déterminer ensemble. Ensuite, là c'est la roue de gauche, d'accord? C'est-à-dire la roue de droite, pardon, la roue qu'on a définie ici, donc pour se mieux voir. On sait qu'on avait une V de droite, c'est-à-dire la vitesse de droite. C'est ça qu'on va encore représenter ici. Peut-être une autre couleur. Bon, on prend même la même couleur. Là c'est V de droite. Donc vous savez que puisqu'on a fait ça pour V de droite, on peut aussi faire la même chose pour les roues de gauche. Donc ça c'est V de gauche. On va s'écrire comme ceci. Voilà. La vitesse de gauche. Donc, gauche, ça veut G, pardon, désolé. Donc on a ici la roue de droite, la roue de gauche. Et maintenant sur ces deux roues, on sort donc la vitesse de droite que voilà, la vitesse de gauche que voici. Et la vitesse du robot s'applique au milieu, d'accord, de l'axe du robot. Donc ça c'est l'axe du robot, comme ceci. Si on prend ici, vous allez regarder que, si vous regardez quelque part là, vous allez vous rendre compte qu'il y a l'axe qui divise le robot en deux. Donc c'est ça qu'on définit par le trait qui est ici. Donc, une fois que vous avez donc représenté ceci, là nous sommes en train de sortir ensemble le modèle géométrique de notre robot. Souvenez-vous de la séance précédente. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que tout corps dans l'espace qui effectue un mouvement de rotation tourne autour d'un CIR. C'est quoi un CIR? Un CIR, c'est ce qu'on appelle un centre instantané de rotation. Donc, il nous faut donc déterminer le CIR de notre robot mobile. Ça veut dire que le robot qui est là, lorsqu'il effectue un mouvement de rotation que voici, il va tourner autour d'un centre CIR. Et on doit être capable de déterminer ce CIR-là. Pour déterminer le CIR, on doit simplement tracer, voilà, des droites. C'est pas compliqué. Désolé. On va relier les différentes vitesses, c'est-à-dire la vitesse de droite, la vitesse de gauche et la vitesse du robot par une seule droite. Donc on trace même une droite qui passe par tout ça, en représentant ça peut-être comme ceci. D'accord? D'une façon géométrique là. C'est bon, on peut peut-être pousser encore ici. Ok. Maintenant, par la suite, on va tracer la perpendiculaire aux trois vitesses, c'est-à-dire on place une droite qui est perpendiculaire à la fois à vitesse de gauche, vitesse de droite, vitesse du robot, en passant par l'axe du robot. Donc, c'est-à-dire, ça va être perpendiculaire à l'axe du robot, ça c'est l'axe de notre robot qui est ici. Donc, lorsqu'on trace notre droite quelque part ici, donc on revient là simplement, on remonte là, hop, voilà. Le point d'intersection entre les deux droites forme ce qu'on appelle notre CIR, c'est-à-dire le centre instantané de rotation. Retenez bien ceci, on a l'axe du robot qui est là. On a ici la vitesse de droite, on a la vitesse de gauche. On trace la perpendiculaire à la fois à la vitesse de gauche, à la vitesse de droite, passant par l'axe de la roue qu'on a choisi en fait. C'est-à-dire dans notre qu'on appelle les roues arrière.
C'est la même chose si on prévoit avec la roue avant. D'accord? Ok. Maintenant qu'on a classé ça, on classe maintenant une droite qui passe à la fois par la vitesse de gauche, la vitesse de droite et la vitesse du robot. Voilà cette droite qui est là, définie. Et le point d'intersection entre les deux droites forme le CIR, le centre instantané de rotation de notre robot mobile. Une fois qu'on a donc défini notre CIR là, il faut donc représenter le R. R ici c'est quoi? C'est le rayon de notre robot, c'est-à-dire la distance qui sépare, autant pour nous, L, c'est-à-dire le CIR, du centre du robot. Parce que le centre de notre robot ici, attention, le centre du robot ne commence pas à partir de la roue. Quand vous êtes ici, par exemple, sur le robot qui est là, si vous voulez mesurer la distance, on vient ici, voilà. Si on met un corps ici, par exemple, si vous voulez mesurer la distance entre le robot et le point 6, vous ne faites pas la distance à partir d'ici, non. Vous faites la distance à partir d'ici, plus la petite distance qui est là, parce qu'il y a là, on commence à modéliser à partir d'ici, pardon. On a l'axe du robot qui est ici, ce qui est la moitié de ce que vous voyez là. Donc vous voyez qu'ici, on a une petite distance qui est là, une autre distance ici, avant de commencer d'ajouter ici. C'est donc cette distance-là, donc la distance qui est là, jusqu'ici, c'est ça qu'on appelle R. D'accord? Donc, dans notre cas ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement mettre ici cette distance qui est là, c'est-à-dire d'ici comme ça, à là, au CIR. On va l'appeler R, qui est le rayon de notre CIR, en quelque sorte. Une fois qu'on a défini R, qu'est-ce qu'on a également? Ne pas confondre le grand R ici au petit R du rayon. Avec attention, il y a le petit R qui est le rayon de la route qui est ici. Pourtant, le grand R, c'est le rayon de courbure de notre CI, de notre CIR, ou bien de notre CI. Ok. Maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va chercher? On va déterminer ici la distance entre l'axe du robot et la roue. C'est-à-dire qu'il faut bien voir. Parce que l'axe du robot qui est ici. Donc, l'axe du robot est là. Il y a une distance entre l'axe du robot et la roue ici. Cette distance qu'il y a entre l'axe du robot et la roue qui est ici, c'est la même que celle qu'il y a entre l'axe du robot et la roue qui est ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, cette distance est généralement notée grand L et c'est fourni par le constructeur pendant l'achat des équipements de robots. Donc, cette distance-là ici, on va l'appeler ici, on va la matérialiser comme ici, on l'appelle grand L. Donc là, c'est la distance qui sépare l'axe du robot avec la roue, que ce soit la roue de gauche ou la roue de droite, on a tous R. D'accord? Ok, là, on vient de sortir notre modèle géométrique. Tout ce qu'il faut, c'est simplement représenter l'orientation. Donc, ça veut dire que, puisque notre CIR est à gauche, ça veut dire que dans ce cas, le robot va tourner à gauche. Donc, on a expliqué tout ça la dernière fois. Là, on vient de sortir notre modèle géométrique, le modèle géométrique de notre robot à roue. Une fois que le modèle géométrique du robot à roue est défini comme ceci, jusqu'ici on a carrément réinventé le CIR, on connaît déjà, les rayons, on a déjà eu à calculer tout ça. Maintenant, la question c'est comment notre V, c'est-à-dire la vitesse linéaire, et également oméga, la vitesse angulaire. Là c'est le modèle géométrique, il faut donc calculer le modèle cinématique. Donc, ici, on ne va pas avoir la même approche comme les autres cas de véhicules. C'est tout à fait normal parce que là, on a affaire aux voitures différentielles. Donc, comment vous pouvez V? On va commencer par ce qui est plus simple, à savoir le calcul de V. Pour calculer V, ce n'est pas compliqué. V, c'est quoi? Puisque V, c'est la moyenne de la vitesse de gauche et de la vitesse de droite. Donc, V ici va simplement trouver par quoi? Vitesse de gauche. Allons-y. Vitesse de gauche plus la vitesse de droite, VD, divisé par 2. Ça, c'était évident, parce que là, si on a une vitesse ici à droite, on a une autre vitesse à gauche, donc juste la moyenne, on obtient V. Donc, là, la vitesse linéaire, c'est très simple à pouvoir calculer. Maintenant, comment on fait pour calculer oméga? Oméga, maintenant, pour calculer, on va essayer de travailler avec des projections en mathématiques. Et on va plus utiliser la relation des Thalès. Comment? Qu'est-ce qu'on constate? Soyez plus attentifs, s'il vous plaît. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on a? Regardez le triangle entre le CIR, d'accord? Le triangle qui est ici, on peut représenter ça comme ça. Oh, voilà. Ça. On a ici un triangle rectangle. Si vous regardez bien, on a ici, on va peut-être faire ça avec une autre couleur. Un autre triangle rectangle, comme ceci. On a encore, on va peut-être faire ça avec une autre couleur ici. Un autre triangle rectangle. Donc, à partir d'ici, on peut simplement, puisque les droites sont parallèles, c'est-à-dire VG et V, VG, V et V, V de gauche,
V de droite et V sont parallèles. Et tout ce qu'on peut appliquer ici, c'est la relation le théorème de Thalès. Donc, en appliquant dans le théorème de Thalès, on va peut-être effacer ici que. Voilà, allons-y rapidement. Voilà. Disons ici, ok, chacun puisse mieux comprendre là où c'est pas le tête. Voilà. Donc, en appliquant le théorème de Thalès simplement, qu'est-ce qu'on aura? On a donc, bon, vous pouvez faire le choix, hein, on ne va pas vous s'attaquer là-dessus. Donc, vous pouvez choisir soit le triangle ici, les deux triangles ici, soit vous pouvez choisir, c'est comme on a fait dans notre cas. On sait que la distance, on a la distance entre le CIR et la roue de droite. Regardez, attention, on a ici R qui s'arrête au centre de l'axe de notre robot, on a ici R. Ça va nous aider. D'accord, on a ici la vitesse de droite, on a ici la vitesse de gauche, on a ici V. Qu'est-ce qu'on connaît? On sait que V, attention, R est égal à quoi? V sur oméga. Ça, c'est une formule que tout le monde connaît. Ça, on n'invente rien. V est égal à R sur oméga. D'accord? Puisque on connaît déjà V, V est égal à quoi? Vitesse de gauche plus vitesse de droite divisé par 2. Maintenant, tout ce qui nous intéresse, c'est de déclarer avec R. Où est R? Voici R ici. Cherchez donc à tirer R ici dans la relation de Thalès. Qu'est-ce qu'on aura? On aura simplement la distance ici, regardez bien, du CIR à la roue de droite, d'accord, sur la vitesse de droite, sera égal à quoi? Sera simplement égal à le R qui est ici, si on veut, divisé par V. Donc, soit vous partez comme ceci, soit vous prenez le deuxième triangle. Donc, nous, on a choisi le grand triangle, le moyen triangle. Ça, c'est la relation de Thalès. Donc, ça veut dire qu'on a la distance qui est ici, divisée par ceci, est égale à la distance d'ici, divisée par ceci. En calcul, ça donne quoi? En calcul, on aura simplement R plus L. L, c'est quoi? C'est la distance entre le CIR et l'axe. Et L, c'est la distance qui est là. Étant donné que c'est R plus L qui donne le côté adjacent, voilà, de notre triangle qui est ici. On aura donc R plus L divisé par VD à vitesse de droite, ce qui est égal à quoi? On applique la même chose sur le deuxième triangle, sur le deuxième triangle ici. D'accord? Là, il y a V. On aura cette fois-ci R divisé par V. Ok. Là, jusqu'ici, nous pensons que tout est OK, parce qu'on a simplement appliqué la formule de Thalès. Maintenant, en faisant produit des moyens, produit des experts, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici V, facteur de R plus L est égal à, produit des moyens plus des experts est égal à R multiplié par vitesse des droites. D'accord? Lorsqu'on a cette expression ici, on peut décomposer si on veut, ou bien on peut remplacer V par sa valeur. Puisqu'on connaît déjà la valeur de V, dans ce sens-là. Comment on fait donc? Désolé, on peut avancer avec une autre couleur. Notre objectif pour nous, c'est d'avoir oméga. Ici, on a R. Donc, on va remplacer R par sa valeur ici pour retrouver oméga. En remplaçant R par sa valeur ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient simplement, voici R, regardez bien, on met ça avec une autre couleur. Voici R qui est ici. On remplace R dans cette relation qui est ici, et également ici, si on souhaite. C'est bon? Ok. Ou bien on décompose. Décomposons d'abord pour que ça soit plus facile pour tout le monde. Mieux voir la chose. Ok. On a ici R, V fois R, que chacun puisse mieux comprendre, plus V fois R est égal à quoi? Est égal à R fois la vitesse de droite de ce côté. Maintenant, on a ici R qui est ici. D'accord? Ici, on a R, donc on va envoyer ça de ce côté-ci. Regardez bien. Lorsqu'on va renvoyer de ce côté, ça va changer de signe. Donc, en avance ici de ce côté, on aura ici, on aura simplement vitesse R fois V moins R fois V de droite plus V fois R. Nous sommes d'accord ici, tout ceci est égal à 0. Maintenant, comme tout ceci est égal à 0, on a rien inventé ici, on fait juste passer ceci à gauche, c'est bon. Et on a ici R, on a R, on peut donc mettre R en facteur ici, si on veut. L'idée pour nous, c'est de remplacer R par sa valeur. Ok. Si on met R ici en facteur, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient simplement V, attention, on obtient R facteur de V moins V de droite, d'accord, plus V R, ce qui est égal à 0. Maintenant, on a donc R ici. Si on remplace donc R par sa valeur que voici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Allons-y peut-être de façon l'autre côté ici. Voilà, parce qu'ici, il faudrait qu'on mette le résultat final par là. Ok, désolé.
D'accord. D'accord. Maintenant, si on injecte, on a ici notre R, on va simplement injecter le R ici, dans l'expression-ci. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient simplement, si on remplace, on aura donc V divisé par oméga, d'accord, facteur de V moins V de droite, plus V fois R, ce qui est égal à 0. On a déjà oméga qui nous intéresse ici, ce qu'on cherche à faire de ce côté. Regardez également, regardez bien, on a V qui est là, on a V qui est là, donc on peut simplifier cela. Si vous voulez, on peut envoyer de ce côté. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si on a donc V divisé par oméga, attention, on prend V de droite, V divisé par oméga, facteur de V moins V de droite, voilà, attention, V de droite, plus, attention, si c'est égal à, lorsque le V, L passe de l'autre côté, ça devient moins VL, donc moins VL simplement. Ok, donc ici on a V, on peut simplement simplifier les V. Là on invente rien, on essaie vraiment d'expliquer d'une façon si simple. On aura donc V moins V de droite divisé par oméga, ce qui est égal à quoi? Moins L. Jusqu'ici, on n'a vraiment rien inventé. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est oméga qui nous intéresse. Donc on peut faire produit des moyens, produit des extrêmes pour pouvoir retrouver la valeur de oméga. Rappelez-vous les relations de proportionnalité en mathématiques. En le faisant, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient ici, disons, si on permet, on aurait ici V moins V de droite est égal à quoi? Est égal à moins L oméga. Là, c'est très clair pour tout le monde. Maintenant, on peut envoyer dans le V ici, divisé ici. Étant donné que V va, le L, par exemple, va passer divisé avec son moins, on va faire monter ça au numérateur pour gagner en temps. On va permettre, on aura ici, oméga est égal à quoi? V moins V de droite divisé par moins L. On peut faire monter le moins ici au numérateur simplement pour ne pas laisser ça au dénominateur. D'accord? En laissant cela, en faisant cela, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient simplement, quand le moins sera monté au numérateur, on aura ici moins V, ça va multiplier le V, d'accord? Et ça va aussi multiplier le V. Donc on aura simplement moins V plus V de droite divisé par R. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que V est égal à quoi? V de gauche plus V de droite divisé par 2. C'est l'expression qu'on a ici. V est égal à V de gauche plus V de droite divisé par 2. C'est ça qu'on va donc, on prend simplement le V qui est là, comme ceci. On vient injecter dans l'expression qui est ici. D'accord? En le faisant, on obtient donc oméga est égal à quoi? Il y a un moins devant, on met moins, on ouvre la parenthèse, on remplace V par sa valeur, V qui est ici, à savoir moins V de gauche, d'accord? Plus V, attention, V de gauche plus V de droite, ok, plus V de droite ici, le tout divisé par R. D'accord. Il y a ici un 2, attention, divisé par 2. Ok. Donc, on a ici remplacé V par sa valeur, ça fait V de gauche plus V de droite divisé par 2 plus V de droite, le tout divisé par grand R. Lorsqu'on remplace ça ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient simplement, regardez ici, on peut multiplier, d'accord, A sur B plus B sur C. Donc, on peut faire cette formule aussi simple, c'est-à-dire A sur B plus B sur C est égal à quoi? Est égal à AC plus BC, AC plus BC divisé par BD. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on applique ici. A sur B plus B sur C. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On aura donc oméga est égal à, on peut toujours conserver. On peut faire entrer directement le monde si on veut. D'accord? On aura ici moins V, moins V1, moins V de gauche, moins V de droite, ainsi de suite. Donc, on aura ici, réécrivons d'abord l'équation pour que chacun puisse mieux comprendre. On aura ici moins V de gauche, plus, pardon, moins V de droite, d'accord, divisé par 2, plus V de droite, c'est oméga, le tout maintenant divisé par R. Maintenant, lorsqu'on applique maintenant notre formule qu'on a décrite ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura simplement moins V de gauche, moins V de droite, plus 2 fois V de droite, donc 2 V de droite, divisé par 2, le tout divisé encore par L. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On fait ça fois 1, on obtient, c'est ça qu'on retient ici. Ça fois ça, on obtient 2 V de gauche, droite, pardon. Ça qu'on met ici, V de droite. Et maintenant, 2 fois 1, ça fait, on a mieux fois, 2 fois 1, ça fait toujours 2. Donc, on obtient ça. Maintenant, ici, on a 2 V de droite, moins V, 2 V de droite, moins V de droite. Attention.
moins V de droite, oui, c'est ça ici. Donc, si on a 2 V de droite, moins V de droite, ça va devenir V de droite. Ça veut dire qu'on a moins 2, on a moins 1, pardon, plus 1, moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc, ce qu'on applique là simplement, le seul nom encore peut-être facile le tableau. Désolé, on a un petit tableau, donc voilà. Ok, je pense que là, ça va. D'accord. Ici, on reprend, on a donc oméga, donc, est égal à quoi? Oméga ici serait égal à moins V de gauche, plus V de droite, d'accord? Parce qu'on a ici, bon, allons-y en termes de calcul, moins V de gauche, moins V de droite, facteur de moins 1 plus 2, alors que chacun puisse le comprendre, divisé par, on applique la formule de tout à l'heure, divisé par 2, et tout multiplié par 1 sur L, c'est-à-dire l'inverse qui est là. On n'a rien inventé parce qu'on sait que A sur B, le tout sur C sur D, ça c'est le rappel mathématique, c'est toujours important de noter ça, ça peut vous aider. Allons-y ici. La formule qu'on applique pour avoir ici, on sait que A sur B, le tout divisé par C sur D, est égal à quoi? AB multiplié par DC. On a vu ça tout à l'heure. Lorsqu'on applique la même formule, on obtient ici l'expression qui est là, divisée par 2, fois 1, divisé par L. Parce qu'on peut remplacer ici par 1. Ok. Maintenant, lorsqu'on avance ici, on est ici moins 1 plus 1, ça fait 2. Donc, moins 1 plus ça fait 2. Attention. C'est plus ici, ok. Moins 1 plus 1 ici, ça fait 2. Donc, en faisant moins 1 plus 1, ça fait, on obtient quoi? 1 simplement ici. On a ici donc moins V de gauche plus V, attention, V de droite, divisé par 2 fois 1 sur L. On peut faire passer simplement ceci de ce côté pour avoir V de droite moins V de gauche divisé par 2 fois L. Donc là, c'est l'expression de oméga. Donc, pour faire simple, le modèle géométrique d'un robot, d'un véhicule de type différentiel, d'un robot mobile en d'autres termes, c'est ça ici. Le modèle cinématique, à savoir la vitesse linéaire, c'est vitesse de gauche plus vitesse de droite divisé par 2, tandis que la vitesse linéaire, de ce côté, oméga est égal à quoi? Vitesse de droite divisé par vitesse de gauche divisé par 2 fois L. 2 fois L ici, c'est quoi? L, c'est quoi? Avec L qui est la distance entre l'axe du robot et la roue. C'est-à-dire que la distance qu'on a entre l'axe du robot qui est ici et cette roue qui est définie ici. Donc, lorsqu'on vous demande de sortir le modèle géométrique d'un véhicule ou d'un robot mobile, il vous revient simplement de sortir ce modèle qui est là, en quelque sorte, et bien sûr de calculer cette vitesse linéaire, comme ceci, et de calculer maintenant la vitesse d'orientation oméga que voici. Vous voyez que, avec ceci, désolé, vous avez maintenant la possibilité et les éléments nécessaires pour pouvoir à la fois modéliser vos robots, que ce soit un robot uni, de type unicycle, ou bien une bicyclette, ou bien un tricycle, ou bien un robot de type de voiture différentielle. Donc, pour résumer, vous devez bien comprendre que les calculs qu'on a fait ici sont des calculs vraiment assez simples pour permettre de pouvoir retrouver par vous-même ces éléments-ci, c'est-à-dire à la fois la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Pourquoi? Parce qu'à partir d'ici, on va donc faire des simulations comme la dernière fois. Donc, ça veut dire qu'on a notre robot qui est ici. Ok, on est là. Quand est-ce que notre robot doit avancer? Qu'est-ce qu'il va reculer? Qu'est-ce qu'il va tourner à gauche? Qu'est-ce qu'il va tourner à droite? Nous pensons que pour ceux qui ont suivi la formation en ce qui concerne la science, en ce qui concerne le robot omnidirectionnel, ça va être plus facile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement manipuler la vitesse, d'accord, et oméga, la vitesse, V et oméga. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque la vitesse de droite est égale à la vitesse de gauche? Lorsque la vitesse de gauche est supérieure à la vitesse de droite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont les cas-là qu'on va voir actuellement pour pouvoir terminer avec notre série de formations sur la modélisation. Pourquoi on va insister sur ça? On va simplement insister sur ça, tout simplement parce que grâce à ça, vous avez la possibilité de programmer la navigation d'un robot dans un espace bien donné et bien défini. Donc, si on prend notre exemple de la dernière fois, on va peut-être reclasser rapidement le chantier. Donc, la dernière fois, on avait un petit chantier comme ça. Donc, peut-être c'était un truc comme ça. Ok, on avait notre robot comme ça. On peut faire un peu plus grand aujourd'hui. Ok, c'était comme ça. Voilà, je crois que c'était ça. Donc, là, on a dans les compétitions de robotique, c'est très pratique ce qu'on fait là, parce que c'est ce qu'on utilise généralement dans les compétitions de robotique. Voilà, notre robot, il est là, à un instant donné.
D'accord. On doit essayer de voir, ok. On doit savoir, ok, je pense que, je ne sais pas si vous voyez l'écran, mais bon, le sol, c'est pas pro, mais ça va. Ok. On va être capable de dire, ok, quand est-ce que notre robot avance, qu'est-ce qu'il recule, qu'est-ce qu'il tourne à gauche, qu'est-ce qu'il tourne à droite, ainsi de suite, ainsi de suite. On met un peu les champs d'action, comme ça. Ok. Pour le faire, tout ce qu'on aura à faire, c'est de manipuler. Si vous avez bien suivi la vidéo de la dernière fois, on va simplement manipuler la vitesse linéaire, pardon, ici, et la vitesse angulaire. Ça nous donne quoi? Ça nous donne simplement, premier cas, si V est égal à 0, c'est-à-dire la vitesse du robot, V ici est égal à 0, le robot est sur place ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde oméga. Si V est égal à 0 et oméga est égal à 0, ça veut dire que le robot il est sur place et il ne tourne pas. Donc le robot est à la position 0. Ici, la conclusion c'est que le robot est au repos. C'est bon. Maintenant, si V est égal à 0, il n'y a pas de vitesse linéaire, ça veut dire que le robot n'avance pas, il ne recule pas, et que oméga maintenant est différent de 0. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? Si oméga est différent de 0 et que V est égal à 0, ça veut dire que oméga va tourner sur lui-même. Maintenant, pour savoir, désolé, pour savoir de quel côté oméga va tourner, de gauche ou de droite, ou dans le sens horaire ou anti-horaire, on va s'intéresser cette fois-ci à quoi? À ces éléments qu'on a définis ici. Si V est égal à 0 et oméga est différent de 0, ça veut dire que le robot tourne sur lui-même, soit dans le sens horaire ou anti-horaire. Si on regarde dans la formule ici, si V est égal à 0, on n'a pas de vitesse ici, même chose également ici. Si c'est le 0 positif, comme la dernière fois, il tourne dans le sens horaire, dans le sens anti-horaire, pardon, dans le cas concret, il tourne dans le sens des aigus d'une montre. Maintenant, si V est différent de 0, on va aller plus vite, parce que c'est en termes de rappel, pour ceux qui ont suivi la dernière séance. Si V est différent de 0, ça veut dire que le robot, lui, il avance, d'accord? Et cette fois-ci, oméga est égal à 0. Qu'est-ce qu'on aura? Le robot, lui, va avancer, soit tout droit, soit il va reculer. Regardez ici, si V, mathématiquement, ça donne quoi? Si V ici est différent de 0, nous sommes ici. V est différent de 0, et oméga lui est égal à 0. Si oméga ici est égal à 0, et que, désolé, si oméga est égal à 0 et V est différent de 0, ça veut dire que le robot, lui, il avance simplement. En français, facile, comme on a vu la dernière fois. C'est juste des rappels qu'on a eu à travailler là-dessus. Maintenant, si V est différent de 0, on a le cas où V est différent de 0, et oméga est différent également de 0. Ok, là c'est le cas qui nous intéresse. Mais si V, on a vu le cas où le robot lui il tourne sur place, que ce soit à gauche ou à droite. On a vu le cas où le robot avance ou bien il recule. Maintenant, si le robot a à la fois une vitesse linéaire et une vitesse de rotation, on va vraiment savoir est-ce que le robot tourne à gauche ou est-ce qu'il tourne à droite. Pour pouvoir le faire, il faudra regarder maintenant quoi? Il faut maintenant regarder la vitesse de gauche et la vitesse de droite. Regardez la formule. Avant de regarder la formule, imaginez, c'est dans le robot qui est là. Passer les vitesses de gauche, passer les vitesses de droite. Si la vitesse de gauche, d'accord, désolé, si oméga est supérieur à 0 mathématiquement, ça veut dire que la vitesse de droite est supérieure à la vitesse de gauche. Si la vitesse de droite est supérieure à la vitesse de gauche, ça veut dire que le robot va tourner où? À droite. Attention, si la vitesse de droite, on est ici, si la vitesse de droite est supérieure à la vitesse de gauche, attention, désolé, si la vitesse de droite est supérieure à la vitesse de gauche, ça veut dire que le robot va tourner plutôt à gauche. Pourquoi? Ça veut dire que les roues de droite tournent plus vite que les roues de gauche. On reprend. Si la vitesse de droite est supérieure à la vitesse de gauche, ça veut dire que les roues de droite tournent plus vite que les roues de gauche. Dans ce cas, le robot va aller plutôt à gauche. Maintenant, si la vitesse de droite, bien la vitesse de gauche, cette fois-ci, est supérieure à la vitesse de droite, ça veut dire que le robot va tourner plutôt à droite, parce que les roues de gauche tournent plus vite que les roues de droite. Maintenant, si, ça sont les deux cas possibles de ce côté, également, si la vitesse de gauche est égale à la vitesse de droite, on va l'absorber, on a défini tous ces différents cas dans ce sens-là. Maintenant, comment on vérifie ça d'une façon mathématique? D'une façon mathématique, si on regarde ici, voilà, si V est supérieur à 0, ça veut dire que si V est supérieur à 0, ça veut dire que l'expression qui est ici, V de droite moins V de G est supérieur à 0. Ça veut dire que V de droite est supérieur à V de gauche. Si oméga est négatif, ça veut dire que V de droite est inférieur à V de gauche. Si la vitesse de droite est plus petite que la vitesse de gauche, ça veut dire que les roues de gauche tournent plus vite que les roues de droite. Dans ce cas, le robot tourne à droite. Donc, voilà un peu les éléments que vous devez comprendre pour pouvoir facilement programmer la navigation des robots. Ne vous inquiétez pas, on va exploiter ces éléments dans le prochain chapitre parce qu'on va travailler sur la localisation d'un robot en utilisant le cas des
de l'odométrie autant pour nous. Donc, l'odométrie ici, c'est une technique qui va être très utile dans le cas où on n'a pas de capteurs. Donc, nous sommes parvenus au terme de notre premier chapitre, si on peut dire comme ça. Donc, il était question pour nous déjà de pouvoir modéliser notre robot et de vous montrer comment on sort le modèle géométrique, le modèle cinématique d'un robot mobile. On a modélisé ensemble un robot sous-marin dans les 6 degrés de liberté. On a toujours dans notre conquête de la modélisation, on a sorti le modèle géométrique et cinématique en même temps, des robots de type omnidirectionnel, c'est-à-dire un robot qui peut avancer et tourner en même temps. On a également, toujours dans notre programme de formation, sorti le modèle géométrique d'un robot dans le plan. Donc, on a, dans ce robot, dans les robots dans le plan, on a fait le cas des robots de type unicycle, des robots de type bicyclette, des tricycles. Aujourd'hui, on a travaillé sur des robots de type de voitures différentielles. Vous avez cette fois-ci tous les outils nécessaires pour sortir le modèle géométrique et cinématique d'un robot mobile. Maintenant que vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir charger et modéliser votre robot mobile, dans le prochain chapitre, on va attaquer le premier problème de la robotique, à savoir la localisation. Comment localiser? Quels sont les éléments qu'on utilise pour localiser autant pour un robot? Qu'est-ce qu'un capteur? Qu'est-ce qu'un capteur extéroceptif? Qu'est-ce qu'un capteur proprioceptif? Qu'est-ce qu'il faut utiliser autant pour nous les capteurs? Si jamais on n'est pas en présence des capteurs, ou bien si les capteurs sont défaillants, comment on fait pour se localiser? Dans ces cas, on va utiliser des techniques, par exemple, comme l'odométrie, qui sont des techniques de calcul pour pouvoir déterminer la position d'un corps en mouvement. On va faire des calculs assez simples là, dans le domaine. Mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, on va essayer d'expliquer le plus simple possible pour que chacun puisse se situer. Mais si vous n'avez pas des bases en probabilité, ça serait aussi un peu compliqué, mais essayez de réviser 2 ou 3 éléments sur la probabilité. Mais si vous n'avez pas cela, ce n'est pas aussi grave. Vous aurez aussi la possibilité de mieux comprendre les éléments nécessaires pour pouvoir modéliser. Une fois qu'on va localiser par exemple notre robot, on va passer au mapping et on va terminer par la navigation. Donc sinon, le programme il est vraiment intéressant. Il y a des nouvelles notions qu'on va aborder. À la fin de ce premier module, nous serons ravis de recevoir vos retours, vos commentaires, vos critiques, vos suggestions pour que nous puissions voir comment améliorer notre programme. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à très bientôt pour la suite de nos formations. Merci. Jesus.